Alors voilà, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce premier webcast de l'année 2024 autour d'un thème qui touche beaucoup de domaines d'activité dont l'immobilier fait partie intégrante parce qu'il s'agit de la durabilité. Plus particulièrement, nous nous intéresserons aujourd'hui au sujet des rénovations énergétiques et de leur impact sur les loyers et sur la valeur des immeubles en abordant ces questions sous un angle bien sûr économique mais également légal, technique et pratique. Mon nom est Julien Renaud, je suis consultant chez Vus Partner et j'ai le plaisir de modérer aujourd'hui ce webcast autour de ces sujets. Alors tout d'abord, quelques chiffres euh, qui seront donc repris dans des présentations des intervenants, mais qui sont représentatifs de la situation actuelle et des enjeux qui en découlent. Donc aujourd'hui en Suisse, 25% des émissions de gaz à effet de serre sont causées par le secteur immobilier. 58% des chauffages sont encore alimentés par de l'énergie fossile. L'année 2050 représente l'échéance pour atteindre l'objectif zéro émission, c'est-à-dire l'élimination complète des énergies fossiles pour le chauffage des bâtiments. Et nous observons un taux de rénovation de 1%, encore inférieur à ce qui devrait être fait pour atteindre les objectifs qui devraient passer donc à 2,5% en 2030 et idéalement à 4% en 2050. Afin d'aborder ces questions, j'ai le plaisir de vous présenter les experts et intervenants de ce webcast, à commencer par Cosima Trabichet-Castan, avocate associée chez MLL Legal SA, rattachée au bureau de Genève, notamment spécialisée en droit de l'immobilier et de la construction. Jacques Yonner, également avocat associé chez MLL Legal SA, rattaché au bureau de Genève et Lausanne. Il est lui aussi et notamment spécialisé en droit de l'immobilier et de la construction. Alexandre Molinari, directeur associé chez Realis SA, spécialisé en gestion de portefeuille immobilier, gestion de travaux et conseil en rénovation énergétique. Et enfin, Tiffaine Le Carbonnier, consultante senior chez Vust Partner, rattachée au bureau de Genève, spécialisée en évaluation de portefeuille immobilier et en conseil en durabilité. J'aimerais préciser qu'à l'issue des différentes présentations, 15 minutes seront consacrées à vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser en utilisant la boîte à questions Q&A en bas de votre écran à droite. Et sans plus attendre, j'ai le plaisir de laisser la parole à Tiffaine pour la première partie et vous souhaite à tous un excellent webcast. Bonjour à tous, je partage mon écran. J'espère que vous le verrez bientôt. C'est bon? Ok. Donc, en introduction de ce webinaire, nous soulignerons donc l'enjeu lié aux rénovations énergétiques, les moyens mis en place et leur impact économique sur la valeur des biens. Donc, tout d'abord, un état des lieux pour remettre dans le contexte général suisse. Donc, comme l'a dit Julien, l'objectif est clair. Dès 2050, la Suisse ne devra plus rejeter dans l'atmosphère plus de gaz à effet de serre qu'elle n'en absorbe. C'est l'objectif zéro net. Un objectif qui ne peut être atteint qu'avec la contribution du parc immobilier suisse, dont l'exploitation est actuellement responsable d'un quart des émissions de gaz à effet de serre. Donc, cela signifie qu'il faut non seulement construire de nouveaux bâtiments à zéro émission, mais aussi rénover les bâtiments existants sur le plan énergétique. Donc, en effet, aujourd'hui, la majorité du parc immobilier date d'avant les années 1980 et est majoritairement chauffé par des agents énergétiques fossiles, comme on peut le voir sur le diagramme. Et donc, la rénovation a un impact direct sur la réduction des émissions de CO2. Et sachant qu'un bâtiment construit selon la norme de construction en vigueur émet 2 fois moins de gaz à effet de serre qu'un bâtiment construit selon la norme datant de 1980. Et alors, de quoi parle-t-on quand on parle de rénovation énergétique? Donc, on parle de 3 mesures principales. Donc, la substitution d'un chauffage à combustible fossile par un système non fossile. Donc, en 2021, 58% des chauffages étaient fossiles, donc principalement au mazout ou au gaz. Et donc, pour atteindre zéro chauffage à énergie fossile en 2050, on les remplace généralement par une pompe à chaleur ou un raccordement à un réseau de chauffage à distance. Et donc, sur cette carte, on observe que la Suisse romande est légèrement en retard par rapport à la Suisse alémanique dans cette substitution. Ensuite, la seconde principale mesure, c'est l'isolation supplémentaire de l'enveloppe du bâtiment, qui permet non seulement de réduire la consommation d'énergie et d'accroître le confort intérieur. Et enfin, les rénovations énergétiques sont de plus en plus souvent complétées par une installation photovoltaïque, donc afin de réduire les coûts de l'énergie et renforcer l'auto-approvisionnement en électricité renouvelable.
Donc aujourd'hui, quels sont les objectifs, les politiques et les instruments mis en place pour atteindre ce zéro net? Donc depuis l'accord de Paris en 2017, la Suisse s'est engagée à atteindre des objectifs climatiques, donc réduire de moitié d'ici à 2030 ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990, mais aussi atteindre le zéro net d'ici à 2050. Pour tenir ces engagements, donc la Confédération a revu sa politique énergétique avec notamment la révision de la loi fédérale sur l'énergie en 2017 qui marque la première étape de la stratégie énergie 2050 visant le zéro net. Et d'autre part, elle a inscrit ses objectifs climatiques dans des lois, la loi révisée sur le CO2 en 2022, puis la loi climat et innovation votée en juin 2023. Donc ces dernières orientent toujours plus les décisions à prendre par les secteurs publics et privés et renforcent les mécanismes incitatifs de subventions et de taxes. Donc on connaît notamment la taxe sur le CO2 qui sert à financer pour un tiers le programme bâtiment. Et au niveau des cantons, donc ceux-ci sont compétents pour l'adoption de prescriptions en faveur de la durabilité des bâtiments. Cependant, pour garantir des réglementations homogènes et satisfaire les objectifs de la Confédération, ils se coordonnent par le biais du modèle de prescription énergétique des cantons, ce qu'on appelle le MOPEC, élaboré par la Conférence des directeurs cantonaux de l'énergie. Le dernier en vigueur date de 2014 et il propose un module de base de prescription que les cantons doivent faire adopter dans leur propre loi. Et ensuite, les cantons sont libres d'étoffer leurs exigences et les modalités et niveaux de subvention. Et enfin, parmi d'autres outils incitatifs, il y a de plus en plus de normes privées volontaires, telles que l'autorégulation du secteur bancaire, qui sont mises en place pour s'auto-inciter à se conformer aux objectifs. Toutefois, la spécificité suisse avec son fédéralisme demeure, entraînant une incitation à la rénovation à plusieurs vitesses. En effet, malgré ce modèle de base commun, le niveau d'exigence peut varier fortement d'un canton à l'autre. Cela est particulièrement visible avec la prescription phare sur le remplacement du chauffage en fin de vie. Dans certains cantons, la loi exige que le chauffage soit remplacé par un système dont le vecteur énergétique est 100% renouvelable, comme à Genève, tandis que dans d'autres cantons, seulement le minimum prescrit par le MOPEC 2014 est adopté, à savoir 10% d'énergie renouvelable. De même, du côté des subventions, le montant total pour une même mesure de rénovation peut fortement différer d'un canton à l'autre. On peut voir que 65 000 francs sont octroyés en Valais pour l'intégration d'une pompe à chaleur et d'une installation photovoltaïque contre 25 000 francs dans le Jura. Donc ensuite, si donc la rénovation énergétique devient incontournable, quelle est sa rentabilité économique? Quelles conséquences sur la valeur de marché des biens immobiliers? Donc si on prend dans un premier temps la valeur des propriétés privées, donc maisons individuelles et appartements en PPE, on peut dire que les rénovations énergétiques augmentent la valeur de marché du bien. Ce tableau montre les plus-values qu'on observe sur une base empirique pour le logement en propriété équipé d'une pompe à chaleur et de photovoltaïque comparé à un objet équipé d'un chauffage fossile sans installation photovoltaïque. Et en conclusion, pour les maisons individuelles, on est prédisposé à payer environ 1,8% de plus si la maison dispose d'une pompe à chaleur au lieu d'un chauffage fossile. Et cette plus-value monte à 4,6% si il y a en plus du photovoltaïque. Pour les appartements en PPE, les plus-values sont un peu moins élevées. Et à l'inverse, une maison équipée d'un chauffage électrique pâtit d'une moins-value car le chauffage électrique est peu efficace en termes de consommation, de plus en plus restreint, voire interdit par les cantons, et à cela s'ajoute un coût de remplacement élevé. Il est important de noter que ces impacts se renforcent dans le futur, possiblement, si les pratiques des banques se durcissent en conditionnant les financements hypothécaires comme les notations comme, à des qualités environnementales, pardon, comme les notations des étiquettes CECB, par exemple. Qu'en est-il maintenant de l'impact économique sur la valeur des immeubles de rendement? Donc, une rénovation énergétique impacte les trois composantes déterminant la valeur d'un immeuble de rendement, à savoir les revenus locatifs, les charges d'investissement et d'exploitation et le taux d'escompte. Au niveau des charges, les coûts de la rénovation impactent de facto à la hausse les dépenses et par conséquent négativement la valeur. Les subventions, bien que marginales par rapport au coût global de la rénovation, viennent alléger ce coût et constituent un facteur positif. Concernant les charges d'exploitation, après la rénovation, elles diminuent grâce à la baisse des frais d'approvisionnement moins coûteux si le système de chauffage a été remplacé par un système à énergie renouvelable, mais également plus stable en étant moins exposé à la volatilité des prix des énergies fossiles importées de l'étranger. Ensuite, les charges diminuent grâce à la défiscalisation des frais de rénovation de type énergétique, puisque les coûts sont déductibles des revenus imposables. Quant aux revenus,
les revenus locatifs seront impactés positivement grâce à la répercussion d'une partie des travaux sur les loyers nets et grâce à l'économie de charge. Et de plus, en considérant une amélioration du confort de l'immeuble suite à la rénovation, elle permet de retenir les locataires plus longtemps et ainsi diminuer le taux de vacances structurel. Enfin, la rénovation diminue le taux d'escompte comparé à un immeuble non rénové. En effet, sur la base d'une étude de transactions entre 2017 et 2021, il avait été montré un écart de 10 points de base entre deux immeubles résidentiels identiques, excepté sur la nature du chauffage, euh, entre un chauffage évidemment à énergie renouvelable et un chauffage à énergie fossile. Et donc plusieurs raisons peuvent expliquer cela. Les immeubles rénovés présentent moins de risques en cas de durcissement des réglementations ESG, mais aussi un moindre risque en termes de rotation, de coût de l'énergie, de financement. Si on zoome sur l'impact au niveau des revenus, donc le loyer versé du point de vue du locataire est le loyer brut, composé du loyer net et des frais de chauffage et autres charges. Pour un locataire existant, le droit du bail prévoit que le surcoût des travaux générés par les améliorations énergétiques peut être considéré comme des améliorations à plus-value répercutables à 100% sur le loyer net. Toutefois, il est important de distinguer la hausse de loyer des locataires existants de celle des prochaines relocations. En effet, donc, le diagramme ici montre l'évolution du loyer moyen pour les locataires existants et les nouveaux locataires d'un immeuble ayant fait l'objet d'un remplacement du chauffage au gaz par une pompe à chaleur combinée avec du photovoltaïque. Le diagramme ici montre l'évolution du loyer moyen pour pardon, excusez-moi, avant la rénovation. Donc, les locataires existants versaient en moyenne un loyer brut de 1 600 francs par mois par logement, dont les frais de chauffage représentaient 23% des frais accessoires. Et après la rénovation, ces derniers n'en représentent plus que 5%, soit une baisse de 58 francs, tandis que le droit du bail permet, lui, une hausse du loyer net de 29 francs par mois. Donc en conclusion, les loyers bruts des baux en cours baissent de 29 francs, car les frais de chauffage ont baissé plus que le loyer net n'a augmenté grâce à la répercussion autorisée par le droit du bail. Et donc maintenant, si l'on regarde l'impact sur les loyers des nouveaux locataires, le diagramme en dessous, le loyer du marché pouvant être appliqué, sauf règle de contrôle des loyers, le loyer net d'une nouvelle location peut être fixé à un niveau plus élevé qu'avec la hausse permise par le droit du bail, dès lors que les charges sont moins élevées et si le loyer brut reste inchangé. En effet, on constate que la propension à payer est plus importante pour un nouveau locataire et notamment pour un logement plus performant et confortable. Donc sur le tableau à droite, si on prend Genève comme exemple, la disposition à payer en plus pour un logement répondant aux plus hautes normes de durabilité peut monter à 132 francs par mois. Ah, Et alors maintenant, prenons un exemple de rénovation et observons les impacts chiffrés sur les trois composantes évoquées auparavant. Donc, il s'agit d'un immeuble fictif de 12 logements à Zurich, construit en 1980 et dans son état d'origine. Il fait l'objet d'une rénovation énergétique complète, donc son chauffage au mazout est remplacé par une pompe à chaleur à sonde géothermique. Il est équipé de nouvelles fenêtres et le plafond de la cave, le toit et les murs extérieurs sont isolés. Et combiné tout cela avec du photovoltaïque sur le toit. Donc, avant la rénovation, la valeur de marché est d'environ 7 millions de francs. Et après la rénovation, donc voici les éléments impactés. Donc, en premier, donc, le coût de la rénovation totalise 1,1 million de francs environ, dont 11% peuvent être couverts par des subventions et 21% par des économies fiscales. Au niveau des revenus, l'augmentation des loyers des baux en cours et des futurs nouveaux locataires génère des revenus locatifs plus élevés, dont la valeur actuelle s'établit à 285 000 francs. Et enfin, le marché récompense la rénovation par une baisse de 10 points de base du taux d'escompte et la valeur de marché augmente aussi à la suite des travaux de remise en état. Donc, in fine, dans l'ensemble, la valeur de marché augmente de 781 000 francs. Ceci après une rénovation dont le coût net s'établit in fine à 725 000 francs. Donc, le propriétaire dégage un rendement positif de 8%. Du côté des locataires, eux, ils bénéficient d'une baisse de 2% des loyers bruts grâce à la diminution des frais de chauffage. Et enfin, la rénovation réduit les émissions de CO2 de scope 1, 2 et 3.1 de 5 kg d'équivalent CO2 et ainsi que la consommation d'énergie de 202 kWh par mètre carré par an. Donc, dans ce cas particulier, la rénovation profite aux trois parties prenantes. La planète, le locataire et le propriétaire, ils sont tous les trois gagnants. Cependant, attention, selon les choix de rénovation, selon les niveaux de subvention, selon les réglementations en matière de contrôle des loyers, les niveaux de déduction fiscale par canton, il n'y a pas forcément trois gagnants et l'efficacité économique de la rénovation varie.
Donc, si on regarde quelques spécificités de la Suisse romande, donc, par exemple, dans le canton de Genève, donc, une exonération de l'impôt immobilier complémentaire sur une durée de 20 ans est octroyée si le bâtiment, après rénovation, atteint les standards haute performance énergétique ou très haute performance énergétique. Une autre spécificité genevoise, ce sont les seuils d'indice de dépenses de chaleur, les IDC, que tous les bâtiments devront atteindre d'ici 2033 ou plus tard. Donc, le seuil de 2033 a été abaissé à 450 mégajoules par mètre carré par an en 2022. Donc, au-delà de ces seuils, il y a des contraintes de mesure et d'analyse de travaux d'optimisation énergétique à faire. Et dans le canton de Vaud, donc la loi cantonale sur l'énergie est en cours de révision et elle envisage également la mise en place de seuils, mais qui serait basés sur les étiquettes du CECB et qui exigerait la rénovation des bâtiments énergivores, donc ceux classés G et F, dans un délai de 10 à 15 ans. Et donc, enfin, une spécificité commune bien connue de ces deux cantons, ce sont les lois encadrant les hausses des loyers, donc la L3PL dans le canton de Vaud et la LDTR à Genève, qui limitent la répercussion de la rénovation sur les revenus. Or, cela détériore aussi les indicateurs de rendement brut et net des fonds, puisque en limitant la hausse des loyers parallèlement à une hausse de la valeur de marché du bien, on a une dégradation de ces indicateurs. Donc, en conclusion, la temporalité, les soutiens financiers, les exigences et les conséquences économiques peuvent fortement varier d'un canton à l'autre et invitent à étudier en détail chaque cas de rénovation énergétique. Voilà, en Merci, introduction. merci beaucoup, Tiffaine. Je laisse la parole maintenant à Cosima et Jacques, avec la possibilité également de partager votre écran pour la partie plus légale de la présentation. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on va maintenant présenter le cadre légal, les contraintes et opportunités en matière de rénovation énergétique et possiblement l'impact sur les loyers. Donc, le plan de la présentation sera d'abord une présentation du cadre fédéral et puis après, on entrera dans le détail de la réglementation applicable dans le canton de Vaud et de Genève, puis on évoquera les conséquences en cas d'irrégularité, que ce soit des travaux ou de la hausse de loyer. Avant de finir avec quelques conclusions et recommandations pour cette mise en œuvre. Comme on l'a vu, la transition vers des infrastructures plus durables est une priorité. Cette question-là, s'agissant des bâtiments, est généralement réglée au niveau cantonal. Comme Tiffen l'expliquait, on assiste à un durcissement, que ce soit par rapport à l'efficacité des bâtiments ou au type de chauffage, avec des mesures légales contraignantes qui sont mises en place et se renforcent, notamment à Genève et dans le canton de Vaud. Et du coup, finalement, la réalisation de travaux d'assainissement énergétique peut intervenir soit sur une base contraignante ou sur une base purement volontaire de la part du propriétaire qui est encouragé par la loi par des mesures d'incitation, notamment des procédures simplifiées. Dans certains cas, des mécanismes de subvention. On a évoqué tout à l'heure le programme bâtiment, mais il y a également des subventions au niveau cantonal ou communal dans certains cas, selon le type de travaux. Et puis, nous avons encore des questions de déductibilité fiscale qui peuvent être prises en considération par le bailleur, qui aura généralement tendance à évaluer la possibilité de répercuter les coûts sur les locataires. Et c'est là qu'on arrive finalement à une tension entre cet objectif d'amélioration de la situation énergétique et le droit du bail qui se veut très protecteur pour les locataires, notamment avec l'interdiction des loyers abusifs. Donc, sur le cadre juridique au niveau fédéral, on a deux cas de figure. Il y a le cas de figure des logements vacants au moment où les travaux sont réalisés, qui donne lieu à la conclusion d'un nouveau bail selon les règles usuelles en la matière, ou le logement qui est loué et qui reste loué durant les travaux. Et dans ce cas-là, on a une notification d'une hausse de loyer
qui doit être fait par le propriétaire après l'achèvement des travaux pour le prochain terme de résiliation, et puis en tenant compte de la mise à jour des critères de référence que sont le taux hypothécaire, l'indice des prix à la consommation et les charges d'exploitation. Et dans ce contexte-là, bien sûr, il faut veiller à ce que le loyer pratiqué ne tombe pas sous le coup d'un loyer qualifié d'abusif, qui ouvrirait la voie à une contestation possible pour le locataire. Du point de vue formel, cette hausse doit intervenir par le biais du formulaire officiel qui indiquera le motif sous peine de nullité de la hausse. Donc, s'agissant du caractère abusif, celui-ci est défini par la loi, l'article 269 du Code des obligations. Mais il y a l'exception dans le cas où, justement, la hausse est justifiée par des hausses de coûts ou des prestations supplémentaires qui sera présumée non abusif. Et c'est là où on tombe sur les explications de l'article 14 de l'ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitation et de locaux commerciaux, qui pose une présomption de ce qui est un des travaux qui donne lieu à cette possibilité d'augmenter, avec cette question de plus-value finalement, et puis l'alinéa 2 qui nous explique que les travaux, notamment d'amélioration énergétique, donc il y a toute une liste, sont réputés des prestations supplémentaires qui peuvent donner lieu à des augmentations de loyer. Pour autant qu'on couvre de manière équitable les frais d'intérêt, d'amortissement et d'entretien. Là, dans ce cas-là, la motivation, le locataire a la possibilité de demander la motivation de l'augmentation et du calcul, et le bailleur est obligé de la lui fournir. Et dans ce contexte-là, on prendra en compte finalement que la part qui excède les coûts de rétablissement ou de maintien de l'état initial de la chose louée, qui ne sont pas pris en compte dans le calcul, de même que les aides octroyées qui doivent être déduites. Et puis encore, peut-être pour préciser, lorsqu'on est dans un cadre d'un projet d'envergure, le bailleur est autorisé à procéder par le biais d'une hausse échelonnée. On a encore, en marge par rapport à ces questions énergétiques, le contrat de performance énergétique qui est visé à l'article 6 au BLF, qui est le cas d'un contrat qui est passé entre un prestataire qui s'engage contre rémunération à réduire la consommation énergétique d'un immeuble par des mesures d'économie d'énergie qui sont définies par la loi. Et puis dans ce cadre-là, les montants qui sont facturés dans le cadre de l'exécution de ce contrat peuvent être répercutés par le bailleur sur les loyers pour une durée maximale de 10 ans. Et ces montants-là ne doivent pas être supérieurs aux économies sur les coûts énergétiques qui sont susceptibles d'être réalisés. Et puis à nouveau, on prendra en compte les aides qui ont été accordées aux bailleurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre d'un contrat de performance énergétique, le bailleur n'aura pas la possibilité d'appliquer l'article 14 au BLF, puisque l'un et l'autre s'excluent. Donc j'en ai fini maintenant pour le contexte fédéral. Je vais m'attarder quelque peu sur le système vaudois avec la loi sur la préservation et la promotion du parc locatif, qui impose un système d'autorisation pour la réalisation de ce type de travaux, que ce soit des rénovations ou des transformations, mais non quand on est dans du pur entretien.
Et puis, parmi les motifs d'autorisation, on a justement ces questions de travaux liées à l'utilisation rationnelle des énergies qui permettent d'obtenir une autorisation. Et puis, on a, si on peut passer encore au slide suivant, toujours dans le système vaudois et à prendre en compte, surtout si on se trouve dans une industrie frappée par la pénurie, on a cette nécessité d'avoir une consultation préalable des locataires par rapport aux travaux envisagés. Et puis, les travaux qui peuvent être répercutés de manière intégrale quand il s'agit de travaux d'assainissement énergétique ou qui favorisent l'utilisation d'énergie renouvelable. Mais dans les autres cas, s'il y a d'autres travaux que ça, on passera effectivement au régime 14 OBLF, avec un taux de rendement global qui est admissible, qui est de l'ordre de 3,5% dans le canton de Vaud. Et puis la direction du logement qui va fixer les loyers post-travaux selon si on est dans un district de pénurie ou pas. Donc j'en ai maintenant fini pour la partie vaudoise. Je vais passer la parole à Cosima pour la partie genevoise et le reste de la présentation. Merci Jacques. Pour ma part, donc, je vais vous parler des spécificités genevoises. Donc, comme Tiffany l'a mentionné au début de ce webcast, on parle de la LDTR qui a le même fonctionnement plus ou moins que la LPPPL dont elle a été inspirée. Qui s'en a inspiré. Et donc, pareil, autorisation de construire qui est nécessaire pour tous travaux, y compris des travaux de rénovation énergétique, sauf pour des travaux de pur entretien, en sachant que les exceptions sont très limitées. Une consultation des locataires est également obligatoire. Il y a deux normes qui sont contenues à la fois dans la LDTR et dans la loi genevoise sur l'énergie qui permettent, qui listent les prestations qui peuvent être répercutées sur les loyers. Donc, notamment pour tout ce qui est énergétique. Vous en avez la liste ici. Et ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, c'est très schématisé à Genève. Donc, vous allez avoir le département qui va fixer un loyer post-travaux énergétiques. Donc, vous verrez tout à l'heure le diagramme qui est utilisé. Mais l'objectif, c'est d'avoir un minimum de hausse de loyer. Tout va dépendre selon si le loyer se situe avant les travaux, en dessous des besoins prépondérants de la population, auquel cas il peut y avoir une augmentation qui correspond à la baisse prévisible des charges et éventuellement en sus à un montant maximum de 120 francs par pièce par an. En revanche, si le loyer avant les travaux était déjà en dessus des besoins prépondérants de la population, il sera en principe maintenu au même niveau. Il y a des exceptions très limitées. En réalité, on pourrait augmenter selon aussi la baisse prévisible des charges, mais en pratique, ça arrive très rarement. Et évidemment, lorsqu'on se situe hors du seuil LDTR, on n'aura euh, pas de contrôle du loyer, donc les règles sont différentes, notamment pour des objets de luxe. Euh, la- Par rapport aux charges, il y a donc un calcul de la baisse prévisible des charges qui doit se faire selon la méthode du CECB+, qui permet justement de déterminer quelle sera la baisse prévisible et donc l'augmentation correspondante qui peut être apportée sur le loyer. La durée du contrôle à Genève est de 3 ans ou 5 ans si la transformation est lourde. Et d'une manière générale, vu que le loyer de sortie, enfin le loyer post-travaux est fixé par la LDTR, il est courant de prévoir ensuite un bail avec un échelon de loyer qui permet de fixer ensuite un loyer libre à la suite de la période de contrôle.
par rapport aux subventions qui sont allouées dans le cadre de la loi sur l'énergie et de ses rénovations énergétiques. Il faut souligner qu'il y a eu un accord récent par rapport à l'augmentation massive des subventions qui seront euh, distribuées en cas de rénovation énergétique dans un souci d'incitation des propriétaires privés notamment à accélérer la rénovation du parc bâti. Et ce qu'il faut savoir par rapport à ça, c'est que si, en fonction de ce nouveau système qui doit être adopté prochainement, s'il y a des subventions, alors il n'y a plus aucune possibilité d'augmenter le loyer. Donc, il va y avoir comment on dit, des études à faire de la part du propriétaire et de ses mandataires pour déterminer quelle est comment on dit, la stratégie la plus intéressante. Et je mentionne aussi juste en passant qu'il y a un cadre juridique différent pour les bâtiments protégés selon la loi sur la protection du patrimoine et des sites. Euh, donc ici, vous voyez, c'est le tableau qui est distribué par le département pour pouvoir faire le calcul des plus-values admissibles. C'est Alexandre tout à l'heure dans sa présentation qui donnera un petit peu plus de détails là-dessus. Euh, et euh, c- les informations du tableau précédent permettent de déboucher sur un état locatif après travaux qui montrera les loyers qui seront fixés par le département. Du point de vue fiscal, il y a donc une déduction possible des frais d'entretien et de rénovation. Depuis le 1er janvier 2022, les travaux énergétiques n'augmentent plus la valeur de l'immeuble pour l'impôt sur la fortune, ce qui fait qu'il y avait avant une double pénalisation parce que le propriétaire payait des travaux et en plus augmentait sa fortune et était taxé dessus. Grâce à cette nouvelle pratique, ce n'est plus le cas, ce qui encourage quand même les propriétaires. Et ce qui avait été mentionné au préalable, c'est aussi l'exemption de l'impôt immobilier complémentaire si on remplit les critères HPE. Les conséquences en cas d'irrégularité, ce sont dans les deux cas, dans le canton de Vaud et à Genève, des possibles suspensions de travaux, un ordre de remise en état, des amendes. Et à Genève, si les travaux ont été faits grâce à des dettes cautionnées ou des prêts de l'État, la sanction est que ces dettes deviennent exigibles immédiatement. La sanction la plus difficile pour le propriétaire est sans doute celle du trop perçu de loyer qui doit être versé au locataire. Donc, si le département estime que le loyer fixé n'a pas été respecté ou bien qu'il n'y a pas eu d'autorisation demandée avec fixation de loyer post-travaux alors qu'il y aurait dû y en avoir une, il peut y avoir un rattrapage très lourd pour le propriétaire sur ces loyers qui ont été versés par le locataire pendant cette période. Donc, en fin de compte, notre conclusion et nos recommandations du point de vue juridique, c'est qu'il est capital de planifier soigneusement son projet, suivre les étapes de la LDTR, faire ses projections de loyer post-travaux et des échelons de loyer, bien évaluer la question de la fiscalité et des subventions et faire attention car le cadre légal évolue de façon très rapide. Donc, il peut y avoir des surprises à ce niveau-là. Et pour limiter les risques juridiques, on recommande de faire un audit préalable de l'immeuble, des baux notamment. Évidemment, de respecter le loyer LDTR fixé pour ne pas avoir trop de surprises. Et en- aussi de faire un calcul de rendement préventif pour éviter le risque de contestation du loyer initial s'agissant de l'échelon de sortie du contrôle. Et je vous remercie. Je passe la parole à Alexandre. Ouais, merci beaucoup Cosima, merci beaucoup Jacques. Alexandre, je te laisse prendre la main Ouais, sur la présentation. ça devrait arriver. Hop, c'est tout bon. Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous présenter en fait la rénovation énergétique d'un point de vue de la régie. Donc comme on a pu le voir, il y a tout l'aspect juridique qui a été évoqué, puis également les études de marché. Donc ma présentation se déroulera de la manière suivante. D'abord un contexte général. Ensuite, on va revenir sur le loyer. Rappeler peut-être le rôle de la régie aussi dans une rénovation énergétique. La stratégie et l'approche, vous verrez qu'il y a peut-être d'autres axes que le loyer lorsqu'on rénove et une conclusion.
Donc, avant toute chose, pourquoi on rénove? Rénove-t-on un immeuble? Donc, on l'a vu, il y a multi-critères, il y a des obligations légales, il y a aussi cette volonté d'anticiper des normes futures, d'améliorer l'aspect écologique, l'optimisation des coûts énergétiques. Il y a un gros volet qui sont les subventions et la fiscalité, puis bien entendu le maintien du patrimoine. Un aspect qu'il ne faut pas oublier, c'est aussi l'amélioration du confort pour les habitants et le quotidien. Mais pourquoi on ne rénove pas? Alors, il y a plusieurs aspects. Certaines fois, c'est un manque d'anticipation et également des conditions cadres, comme l'a dit Cosima, qui peuvent changer rapidement et qui peuvent avoir une influence assez importante sur le rendement de l'opération. Il y a également un certain décalage qu'on peut constater entre la théorie et la pratique. On voit qu'en pratique, il y a certaines contraintes. On a parlé aussi de certaines autorités de patrimoine. Ça peut être un frein ou en tout cas amener une difficulté supplémentaire. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment anticiper. Ensuite, il y a le coût des travaux. Il est vrai que les objectifs, on l'a vu en tout début de présentation, sont ambitieux, avec une volonté vraiment d'assainir le parc. Et forcément, bah, derrière, il y a une notion de coût. Et je vous l'ai évoqué, on le verra dans le cas pratique, certaines fois un faible retour sur investissement, en tout cas à court terme, de certaines opérations. Donc, c'est un rappel que lorsqu'on veut appliquer une hausse de loyer, il est nécessaire, lorsqu'un locataire est en place, de mettre les critères de référence propres à chaque bail à jour. C'est-à-dire qu'il faut regarder son taux hypothécaire de référence et le ramener à celui d'aujourd'hui. Même exercice pour l'ISPC et les charges d'exploitation. C'est des éléments, vous le verrez dans le petit exemple que je vous ai montré par la suite, qui peuvent avoir une influence très importante et c'est d'où je rejoins la remarque de Cosima. Il est vraiment important de faire un audit, de faire un sondage en amont, car c'est quand même des investissements souvent en millions et il est important de savoir en fait le potentiel. Un autre point qui est de l'ordre plus pratique, bah, c'est contrôler les échéances contractuelles et les conditions de renouvellement de chaque bail. Pourquoi? Parce que ça peut avoir plusieurs influences. D'une part, la notification du loyer, normalement, doit être faite à la fin de l'échéance contractuelle, mais vous pourriez aussi avoir en pratique certains travaux qui nécessiteraient de faire partir certains locataires par rapport à la nature ou l'ampleur des travaux. Par exemple, s'il y a également une surélévation. Et c'est vrai que tout votre projet peut être lié à cette échéance contractuelle. Si le bail se renouvelle de 5 ans en 5 ans, il ne faut pas rater cette échéance. Si vous avez justement un projet à court ou moyen terme dans cet immeuble. Donc, un point qui a été également évoqué par Cosima, mais sur lequel j'insiste, c'est que le 5 février, donc, il y a eu un accord cadre qui a été trouvé et qui fait que si vous touchez une subvention énergétique, vous ne pouvez plus appliquer de hausse sur loyer pour la partie énergétique. Donc, tous ces aspects peuvent avoir une conséquence et je vais vous montrer un exemple type de projet de rénovation qui est assez représentatif d'un portefeuille, j'irais, en tout cas Genève. Je ne l'ai pas dit en introduction, mais tenant le compte du délai imparti pour la présentation, on va se concentrer sur un cas genevois pour l'application de la LTTR. Donc, je ne vais pas passer dans le détail ce tableau, mais simplement on peut remarquer que suite à cette actualisation, donc suite à ce travail de mise à jour des critères, on voit que l'état locatif subit une baisse théorique du loyer qui ensuite se répercute. Comme il a été évoqué sur les principes de la loi, la LDTR fixe un plafond par pièce par an de 3 528 francs actuellement. Et on voit que si votre loyer actuel est déjà au-dessus de ce plafond, la répercussion est de zéro, d'où les traits sur la majorité de ce tableau. Pour vous donner un titre d'exemple, ici, nous sommes sur des loyers moyens pour un 4 pièces de 1 600 francs par mois. Donc, 3 pièces vaudois, où on voit que la répercussion sur l'ensemble des locataires, il n'y a que 3 locataires qui peuvent avoir une hausse par pièce par an, on va dire modérée. Et la nouveauté, c'est que toute la partie énergétique est à zéro parce que le projet bénéficie d'une subvention. Donc, on voit que l'état locatif après travaux passe à 388 000, ce qui fait un rendement direct de 0,25% environ. Donc, tenant compte de ces éléments, lors d'une rénovation énergétique lourde, il n'y a pas uniquement le loyer, il y a justement, selon nous, une approche qui est importante pour optimiser un projet. Donc, c'est rapide, mais c'est simplement rappeler le rôle d'une régie, c'est justement d'adapter l'approche à la stratégie de chaque projet
Comme l'a dit également les précédents orateurs, il est toujours important de bien connaître son dossier et de bien pouvoir analyser les opportunités qu'il y aurait. Déterminer une vision à long terme, car aujourd'hui, quand on rénove, on voit que c'est des objectifs, on parle de 2050, 2030, 2050. Il faut aujourd'hui déjà mettre les jalons pour pouvoir atteindre ces objectifs et puis tenir compte du montant des investissements pour pouvoir les analyser. Un point important, c'est que lorsqu'on fait une rénovation d'envergure de ce type-là, il faut vraiment s'entourer de mandataires spécialisés, que ce soit la régie, mais également des autres mandataires comme des architectes, des avocats, pour vraiment avoir une base solide et une consolidation. Pour donner un peu, je dirais, un guideline de la stratégie et l'approche, on a regroupé trois axes qui nous semblent principaux dans une rénovation énergétique, qui est le légal et bien entendu le normatif, c'est quelles sont les futures exigences, les séances légales et quelles sont les contraintes. Il a été évoqué, par exemple, qu'à Genève, aujourd'hui, si votre installation de chauffage à énergie fossile tombe en panne ou est hors service, vous devrez la remplacer par une énergie 100% renouvelable, ce qui a forcément des contraintes techniques importantes. Et donc, si nous, on a déjà analysé ce point, ça nous permet de mieux anticiper si un jour la panne survient. Il y a l'aspect financier, bien entendu, de connaître la capacité d'endettement de l'immeuble ou du fonds ou du client, sa situation personnelle, de voir aussi quelle sera la valeur du bien par la suite et quelles réserves locatives nous pouvons avoir, même si on l'a vu que dans l'immédiateté, le rendement n'est pas forcément intéressant, il se peut qu'à moyen terme, ceci permette aussi de réduire les charges et donc d'optimiser le loyer payé final par le locataire. Et je vous l'ai dit, aussi d'un point de vue technique, vraiment cette volonté de connaître le bien, de sa vétusté, de savoir s'il y a déjà un audit. On a parlé d'un CECB, on peut aussi avoir un CECB+, et quelles sont les contraintes pour atteindre le fameux HPE rénovation ou les objectifs de la société à 2050. Ceci se traduit, j'ai pris un exemple concret qui peut montrer aussi l'intérêt d'avoir cette vision globale. Si on part du principe que le bâtiment est à Genève et qu'on souhaite justement atteindre une performance, on dit HPE rénovation, d'un point de vue financier, bien entendu, c'est un coût supplémentaire. Et ça, on ne va pas se mentir. Par contre, on voit que derrière, il y a des effets collatéraux qui peuvent être très positifs. Donc, une réduction fiscale conséquente avec l'impôt complémentaire immobilier, ça a été mentionné par mes prédécesseurs, des déductions fiscales importantes sur les travaux d'entretien et d'énergie, une subvention globale qui peut être plus importante que si vous fonctionnez au coup par coup, des taux hypothécaires préférentiels, bien entendu, si vous avez un projet qui atteint des normes énergétiques poussées, certains instituts vous donnent des taux préférentiels. Donc ça, c'est des éléments justement à intégrer dans un projet de rénovation. Il y a bien entendu l'augmentation de la valeur de votre bien, donc en réduisant ce taux d'escompte. Et comme l'a dit Cosima, en tout cas pour Genève, il y a une période de loyer qui est contrôlée LDTR. C'est vrai que si vous faites une rénovation globale, cette période de blocage est limitée dans le temps, alors que si vous faites ces travaux en plusieurs étapes, il se pourrait que les phases de blocage soient successives. Et comme je l'ai dit, l'augmentation du potentiel locatif avec cette réduction de charges. Mais il y a également, d'un point de vue technique, toujours ce coût supplémentaire. Par contre, on voit que si vous avez une vision d'ores et déjà de ce que vous souhaitez atteindre, vous pouvez améliorer le dimensionnement des équipements techniques. Vous pouvez également réduire les coûts ça c'est de l'ordre d'un projet qu'on a eu, où en lieu et place des tuiles, ça a directement été mis des panneaux solaires, ce qui a fait en fait un gain d'échelle. Et puis un point quand même important, et ne pas négliger, c'est les réductions des nuisances pour les habitants. Il est vrai qu'il est préférable, je pense, d'avoir 2 ans de chantier, et ensuite on n'en parle plus pendant 40 ans, que peut-être des phases successives avec des coûts aussi d'échafaudage ou des coûts annexes qui peuvent être très importants. Donc pour conclure, nous avons une nouvelle approche de la gestion du patrimoine qu'il faut tenir compte au quotidien. Il est important vraiment d'anticiper et de planifier ces travaux de rénovation et ça nécessite vraiment des compétences spécifiques de chacun des mandataires pour atteindre une performance globale qui est satisfaisante pour les propriétaires. Julien, je te laisse reprendre la main. Je crois que j'ai Super. Parfaitement dans les temps. Merci à tous pour ces présentations. On peut du coup passer, donc je répète, hein, si
certains participants n'étaient pas là forcément au début, qu'une boîte de questions-réponses, donc Q&A en bas de votre écran est disponible. On a reçu déjà quelques questions, mais n'hésitez pas si vous avez encore des questions sur la présentation à les poser à l'aide de cette boîte à questions. Alexandre, si jamais tu peux arrêter aussi le partage d'écran, si jamais. Donc, parce qu'on a eu la question, deux fois. J'aimerais juste aussi préciser donc qu'effectivement, à l'issue de ce webcast, vous recevrez un lien avec la vidéo qui a été enregistrée de ce webcast et également un PDF avec l'ensemble des slides. Donc, dans les jours à venir, vous recevrez ça par l'email avec lequel vous êtes inscrit. Si je prends les questions dans l'ordre, donc en début de présentation, Monsieur Pellou nous a demandé auriez-vous des informations équivalentes pour le canton du Valais? Donc c'était lors de la présentation de Tiffaine, mais j'imagine que l'intérêt est pour l'ensemble de la présentation. Je vous laisserai peut-être répondre, mais j'imagine que, alors, dans un immédiat, pas forcément maintenant, mais que dans un deuxième temps, j'imagine que peut-être le Valais peut aussi faire office d'une petite analyse. Je vous laisse, peut-être prendre la parole à ce sujet. Moi, je peux répondre du côté juridique, mais par contre, peut-être si c'était plus des informations financières ou techniques d'analyse, je ne sais pas si Tiffen a plus de data que ce qu'elle nous a donné. Je, je crois que tu es sur mute, Tiffen. Ouais, je crois que tu es encore muté. Je me demandais justement si c'était concernant enfin, la modélisation financière ou plutôt les aspects juridiques. Si vous voulez, en tout cas, je peux répondre sur les aspects juridiques parce que les deux premières questions du Q&A se recoupent. Alors, on nous demande d'un côté des informations pour le Valais et d'un autre côté de savoir si Genève et Vaud sont les seuls cantons à encadrer les hausses de loyer et donc à limiter les hausses. Euh, oui, en l'état, ce sont les deux seuls cantons qui ont des législations de ce type. Les autres cantons appliquent l'article 14 au BLF qui permet, enfin, qui limite les hausses de loyer aux prestations supplémentaires du bailleur avec justement une pondération entre 50 et 70% de plus-value par rapport à ces investissements énergétiques. Il faut souligner cependant que une initiative dans le même sens a été déposée début février dans le canton de Zurich. Donc, on voit que c'est en train de prendre le même chemin. C'est une initiative qui vise à limiter les hausses de loyer ensuite de travaux d'assainissement et à obliger les propriétaires à recréer un même nombre de logements lorsqu'un immeuble est démoli. Donc, selon toute vraisemblance, il va y avoir une votation sur cette initiative et j'imagine qu'il est possible, voire même probable, qu'une loi soit édictée dans ce sens au cours des années à venir. Super, merci beaucoup. Deuxième question. Nous avions Monsieur Caillère qui demandait au niveau suisse, Genève et Vaud sont-ils les seuls cantons à encadrer les hausses de loyer et ainsi à limiter les hausses de loyer servant à financer la rénovation? Oui, donc ça, c'est ce que je viens Exactement. d'expliquer. Parfait. Monsieur Ribeiro ensuite pour Tiffen qui demandait dans la première partie de la présentation où un exemple de rénovation avec un retour sur investissement de 8% est exposé. Quels sont les indicateurs ou facteurs de succès préalablement requis pour un tel retour? Euh, ouais. Effectivement, donc là, ce cas particulier, il était quand même très théorique et on va dire simple. Mais justement, il n'y a pas forcément tous les jours, forcément trois gagnants, pardon. Et le RSI n'est pas forcément positif, il peut être aussi négatif. Et donc, par exemple, il est évoqué la protection du patrimoine du bâtiment dans la question.
Et typiquement, il peut y avoir des scénarios de rénovation où cette, ce recensement architectural du bâtiment peut générer des surcoûts, par exemple pour isoler l'enveloppe. Et ça nécessite peut-être d'employer d'autres matériaux, de faire une isolation par l'intérieur qui réduirait les surfaces. Donc effectivement, parfois le retour sur investissement est négatif dans certains cas de rénovation. Donc il y a beaucoup de paramètres dont il faut tenir compte. Ça pourrait même être aussi les installations photovoltaïques, si elles sont plus ou moins efficaces pour générer des recettes. Donc voilà, je tenais à préciser que c'était quand même un cas théorique. Super, merci beaucoup, Tiffaine. Prochaine question générale sur la présentation existe-t-elle également en anglais ou en allemand? Euh, Malheureusement, celles-ci ayant été préparées en français et présentées en français. Donc les slides et la vidéo seront transmises euh, comme elles ont été présentées ce jour. Prochaine question, lors d'une APA non conforme, le loyer devient-il nul ou l'échelon? Quid des impacts hors amende administrative? Je sais pas Alors, si... à ce niveau-là, donc, quand vous dites une APA non conforme, c'est donc qu'on aurait dû faire une APA ou bien que l'APA n'était pas conforme à la loi. Dans ce cas-là, effectivement, le loyer, euh, est- si on n'a pas appliqué le loyer LDTR ou bien que le loyer LDTR n'a pas pu être calculé correctement, le loyer devient nul. Et en principe, le département va sanctionner ça en obligeant le propriétaire à refaire un nouveau bail, en notifiant une nouvelle comment dire, un nouveau formulaire de fixation du loyer. Euh, dans ce cadre-là, le locataire pourra contester une nouvelle fois le loyer initial et respectivement l'échelon, parce que le loyer qui est fixé par le service LDTR reste en général peu contestable. Et les impacts hors amende, comme je l'ai exposé dans la présentation, c'est surtout la restitution du trop perçu de loyer. Donc, si vous auriez dû percevoir 1000 francs par pièce de moins pendant 2 ans, alors à ce moment-là, vous risquez de devoir payer la différence au locataire. Super, merci beaucoup, Cosima. Prochaine question. Sur la slide 13, vous faites varier les frais accessoires. Quelle en est la raison principale? Euh, J'imagine, donc c'était pour toi, Tiffen, par rapport aux Ouais, impacts financiers d'une rénovation énergétique ouais. avec la Donc variation des... c'est ça. Les frais accessoires diminuent parce que on fait une économie de charge sur les frais d'approvisionnement d'énergie donc grâce au remplacement du chauffage à énergie fossile par une solution renouvelable. Donc du coup, ça fait varier les frais de chauffage qui sont, eux, inclus dans les frais accessoires. Merci beaucoup, Voilà. Tiffen. Pour Cosima, savons-nous quand entrera en vigueur l'accord conclu entre les différentes parties à Genève? Alors, selon le communiqué de presse du département, ce qui est prévu, c'est un dépôt du rapport, enfin, le rapport de modification des deux lois devait être fait fin février. Le but est une adoption en plénière au plus tard lors de la session de fin mai du Grand Conseil. Et donc, ce qu'ils envisageaient, c'est une adaptation du règlement sur l'énergie en septembre 2024, selon les informations du département. Très bien, merci beaucoup. Euh, Enfin, prochaine question. Donc, de votre expérience, quelle est la rentabilité financière d'une rénovation à Genève? Retour sur investissement notamment. Je dirais qu'il est difficile de donner un chiffre précis parce que justement, il y a plusieurs facteurs, dont la fiscalité, auxquels il ne faut pas négliger ou oublier. Par contre, en pratique, les différents dossiers qu'on a pu avoir, on est plutôt aux alentours des 1% de retour sur investissement sur les loyers directs. Mais c'est vraiment du cas par cas. C'est un peu comme disait Tiffen pour le cas pratique, théorique. C'est vraiment chaque dossier est différent. Super, merci beaucoup Alexandre. Encore une question qui est arrivée. Donc, pour atteindre les objectifs 2030 plus 2050,
Quelles sont ou y a-t-il des sanctions qui obligeraient les propriétaires à réaliser les travaux de type délai ou amende? Peut-être pour la partie légale, Cosima, Jacques ou Alexandre, sur ces questions. Alors, à ma connaissance, pour l'instant, donc tout dépend de cet accord du 5 février. Il y a un allongement des échéances, mais qui n'est pas encore gravé dans le marbre, respectivement dans la loi. Euh, mais pour les propriétaires individuels, ça a été rallongé, se fera jusqu'à 2034. Et jusqu'à maintenant, j'ai pas vu dans le régime légal des sanctions à proprement dire. Mais peut-être que je me trompe. Je ne sais pas si Alexandre en sait un peu plus. Non, en fait, il y a également le critère de proportionnalité qui est toujours un peu difficile à déterminer, mais avant de pouvoir vraiment mettre une amende, il y a ce principe de proportionnalité du coût de la rénovation, mais également de la capacité d'investissement du propriétaire. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui peut être, qui n'a pas encore été finalisé en tout cas. Super, merci beaucoup, Alexandre et Cosima. Euh, Prochaine question, à quel prix l'électricité provenant de la production des panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques peut-elle être refacturée aux locataires? Peut-être qu'on est encore sur Alexandre, mais je ne sais pas si tu as un prix ou si Alors, c'est plus... je veux pas dire de bêtises parce que c'est vraiment spécifique, mais normalement, le prix, en tout cas, ne doit pas être supérieur au prix du marché régulé. Et ensuite, ça tient compte de conventions propres à chaque propriétaire ou chaque immeuble. Donc, normalement, c'est un prix qui est inférieur au prix du marché. Très bien. Merci beaucoup, Alexandre. Donc voilà, nous arrivons à l'issue également des questions. Ah, attendez, on a encore quelques minutes, donc il y en a encore qui viennent d'arriver. Dans le cadre d'un projet de rénovation de chaufferie, nous prévoyons l'installation d'une PAC en contracting. D'un point de vue légal, est-ce que les frais fixes et variables peuvent être facturés aux locataires? Alors, à mon sens, il faut justement calculer pour savoir s'il y a une plus-value et donc selon les modalités à la fois du droit fédéral et, euh, et, euh, et donc de la LDTR. Donc, enfin, pour moi, s'il y a une rénovation de chaufferie, en principe, elle devra quand même être aussi soumise à autorisation. Donc là, vous aurez des loyers qui seront comment on dit, identifiés par le département. Et donc, pas tout sera à être. Enfin, disons que les frais, il y a une augmentation de loyer et ensuite il y a la réduction des frais accessoires. Mhm. Merci beaucoup, Cosima. Une question juridique pour le canton de Vaud. Savez-vous quel est le timing de l'adoption d'une révision de la loi liée à la motion Jobin visant à caler le loyer après rénovation au niveau prescrit des logements abordables? Peut-être pour Jacques, pour cette question touchant plus du canton de Oui. Vaud. On vous... En Ouais, l'occurrence, c'est voilà. difficile d'estimer le timing et de répondre de manière précise. Ça dépendra finalement de l'avancement et du rythme des discussions parlementaires. Très bien. Euh, alors, on reçoit encore pas mal de questions. On va tenter de répondre à une majorité. On Nous essaye. prévoyons, voilà, nous prévoyons de changer la chaudière de notre immeuble à Monnaie de gaz à chauffage à distance. Nous avons une AG extraordinaire ce jeudi. Pensez-vous qu'il faudrait attendre septembre 2024? Dans ce cas, si les subventions vont augmenter? Alors, Question instinctivement, conseil. je dirais oui. Instinctivement, je dirais oui. Je ne sais pas, ça dépend où en est votre projet. Évidemment, si vous êtes prêt à déposer l'autorisation, c'est pas la même chose que si vous êtes encore en train d'avancer sur le projet. Mais oui, je pense que c'est typiquement des questions qu'il faut soumettre aux professionnels qui vous accompagnent parce que c'est justement des cadres légaux qui changent et cet accord a été est tombé assez comme une surprise pour tout le milieu immobilier. Super, merci beaucoup. Prochaine question. Lors de dépose d'une DD, les loyers sont fixés. Quid si ceci évolue euh, on à la hausse avant le début des travaux? Pouvons-nous les adapter?
Alors là, je suis pas sûre de comprendre la question. Ce serait si jamais on a augmenté un loyer avant travaux pendant l'ADD. En principe, si vous avez un loyer LDTR qui est fixé dans l'état locatif de sortie, vous pouvez rien faire parce que vous êtes obligé de respecter l'état locatif LDTR. Donc voilà, maintenant, je ne suis pas sûre de comprendre exactement le cas de figure. Alors, nous allons passer à la prochaine question. Est-il possible d'avoir une dérogation pour la substitution d'une chaudière à mazout à Genève validée par une impossibilité technique d'installer une pompe ou autre? Oui, alors ça, la loi sur l'énergie et son règlement prévoient qu'il y a des dérogations possibles, notamment en cas d'impossibilité technique. Donc, c'est des choses qu'il faudra faire valoir auprès du département, le cas échéant, et de façon documentée. Mais la loi, en tout cas, prévoit cette possibilité. Très bien, merci Cosima. Quelle stratégie à Genève en centre urbain pour une rénovation d'un immeuble de bureau selon vous, opportun d'intégrer du logement ou rester sur du bureau? La grande question de l'affectation, Ça dépend de l'immeuble. c'est ça. Je ne sais pas si Alexandre a Non, mais d'autres c'est vrai que c'est recommandations. c'est difficile de répondre de cette manière, une question assez vague, mais c'est vrai que ça dépend de l'immeuble, des contraintes techniques pour intégrer du bureau en logement, de voir si le bâtiment est à même de le faire. Donc c'est vraiment un dossier à étudier au cas par cas. Merci à vous deux. On a juste dépassé le Je peux temps. vite On va répondre aux peut-être. deux dernières si vous voulez, et puis comme Ouais, ça. voilà, exactement. Donc, on va dire encore deux questions à répondre et ensuite on viendra à la fin de ce webcast. Première, pensez-vous que les propriétaires, que les propriétaires qui possèdent un immeuble étiquette F ou G, qui n'entreprennent pas de travaux d'assainissement, pourraient être soumis à l'interdiction de louer leurs appartements? Alors, en l'état, à mon avis, pas, parce qu'on a un système juridique qui il y a d'un côté des normes de droit public et de l'autre côté des normes de droit civil, et je vois mal une ingérence des normes de droit public dans le droit du bail. Maintenant, tout est possible du point de vue politique, donc s'il y a une volonté parlementaire dans ce sens d'intégrer des sanctions de la sorte, c'est pas exclu, mais ça demande des grosses révisions des lois actuelles. Ce sera plutôt sous forme d'amende, à mon avis, si on veut sanctionner les propriétaires. Et ensuite, le BPP à Genève, il est publié dans je crois que je l'ai mis dans nos slides, c'est l'arrêté en matière de loyer ARR loyer qui donne régulièrement les fourchettes des BPP. Donc ça, vous pouvez les trouver sur Internet, sur la législation genevoise. Voilà. Super, merci beaucoup Cosima pour ce petit temps en plus. Je tiens à remercier donc auprès du partenaire tous les participants et évidemment tous nos interlocuteurs de qualité qui ont présenté de belles présentations aujourd'hui. Merci à tous et je reprécise que donc ce webcast sera retransmis donc la vidéo et également les slides dans les prochains jours. Merci à tous et excellent après-midi. Merci Julien, merci à tous. Julien. Au revoir. Belle Au journée, au revoir. revoir.